Si, vous pouvez dire des bêtises. De toute façon, vous, dans le chat, on vous entend pas. Hein. Je suis pas obligé de le relayer à la radio. Bon, alors on va démarrer cette émission. Ce que je te disais, Yann, pourquoi j'appelais Jocal? Alors toi, tu ne le sais pas, puisque c'est la première fois évidemment que tu viens à l'émission. Mais Jocal, il a un rôle très important dans l'émission. C'est lui qui lance le décompte traditionnel pour faire démarrer l'émission. Et regarde, puisque tu es dans le chat avec nous, regarde ce qui va se passer maintenant. Il y a un décompte qui va partir et tout le monde, tous ensemble, on va le faire. Allez, on y va. 4. Alors, attendez. Non, je vais déjà dire quand même que c'est la Calling Station numéro 47, 47 qui démarre. Et donc, là maintenant, c'est parti, en live. Le décompte traditionnel initialisé par Jocal. On y va. 4, 3, 2, 1. Calling Station numéro 47, c'est parti! Calling Station. Calling Station. Voilà, donc la Calling Station numéro 47, cette fois c'est parti. Alors ce soir une émission un peu spéciale parce que on va pas accueillir pour une fois un joueur, ni un coach ou un responsable de room, mais un auteur. Alors c'est la première fois dans Calling Station que ça se produit, mais l'occasion nous est donnée par la sortie d'un livre qui a pour titre Poker is War, et nous recevons donc celui qui en est le principal responsable. J'ai nommé Yann Le Dréau. Bonsoir Yann. Bonsoir à tous et puis surtout merci à Poker Strategy de m'accueillir dans cette Calling Station. Je suis très honoré. Et c'est nous qui te remercions d'avoir accepté l'invitation. Alors Yann, tu es donc l'auteur de ce livre Poker is War qui n'est pas encore sorti ou qui sort aujourd'hui, je ne sais pas, c'est imminent, je ne sais pas. Est-ce qu'il est sorti le livre ? Alors, il n'est pas encore sorti, il sortira aux alentours du 10 juin. Voilà, on est le 2 juin, donc ce sera la semaine prochaine en fait, voilà. Dans 8 jours. Livre bien sûr dont on va parler ce soir. Mais avant, pourrais-tu nous dire quelques petits mots sur toi, je sais pas, d'où viens-tu, qui es-tu, quoi. Bref, un petit mot sur ton parcours pour te présenter à la communauté, afin qu'on en sache un peu plus sur celui qui a œuvré pour nous sortir ce livre Poker is War, et comment on en arrive d'ailleurs à écrire un bouquin sur le poker. Alors, donc c'est une drôle d'histoire. Donc j'ai 38 ans. Donc je suis plus tout jeune par rapport à la communauté poker. Oui, alors t'es pas non plus un grabataire, 38 ans, on a encore les jambes valides, Oui, il me reste encore 2-3 neurones. Ouais. Voilà, j'ai découvert le poker en 2006. Donc j'ai accroché très rapidement et j'ai commencé à jouer en club et online, où j'ai acquis les bases. En 2008, je décide de m'offrir un tournoi à 500 € de buy-in dans un side de l'EPT de Barcelone. Donc à l'époque, les sides à l'EPT étaient à 500. Et comme mon frère habite Barcelone, ça a facilité les choses. Et ça correspond exactement au niveau du héros au début du livre. Alors, parce que le livre décrit un apprentissage et mon parcours, étrangement, est assez proche de celui du héros. Donc je pourrais presque faire un parallèle. C'est presque une autobiographie alors. Ça, c'est pas une autobiographie. Il y a des morceaux en fait. Tu t'es servi de ton expérience. Voilà. En fait, le héros comme moi est un ancien consultant.
Donc j'ai fait 10 ans de consulting, j'ai pris un congé sabbatique, lui aussi, et je me retrouve avec du temps libre. Lui va utiliser ce temps pour progresser, et de mon côté, j'ai utilisé ce temps libre pour m'investir dans le poker. Donc j'ai d'abord créé une marque de vêtements, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est pour expliquer le nom, c'est Poker is War. Et depuis 2009, depuis 2 ans, je consacre tout mon temps à l'écriture du livre. Donc ça m'a pris 2 ans full time. Alors en fait, un ami en 2009 m'a suggéré l'idée en fait à partir de ce titre d'en faire un livre. J'ai dit oui, pourquoi pas. L'aventure, le projet m'intéressait. J'ai rencontré un éditeur, Alexis Beuve, qui est donc l'éditeur de la maison Praxéo, qui a écrit notamment 2 livres de poker. Lui a bien adhéré sur le titre, et on est parti dans ce projet-là. Et c'est comme ça que ça a commencé. Moi, je suis content d'avoir pu travailler avec lui dès le départ, parce qu'il m'a quand même bien drivé sur l'orientation à prendre sur le livre, alors que certains auteurs travaillent de leur côté, arrivent avec un projet et qui correspond pas forcément à ce que souhaite l'éditeur. Donc voilà, donc en fait, on a commencé à travailler ensemble depuis 2 ans. D'accord. Donc, depuis 2 ans, je travaille essentiellement là-dessus. Mon entreprise de vente de vêtements est mis un petit peu de côté. Et puis, j'arrive maintenant au dénouement. D'accord. Alors, t'as pas écrit ce livre seul. Pour quelle raison? Alors, en fait, Alexis m'a demandé d'abord de lui fournir 20 pages pour juger un peu du reste. Donc, je lui ai écrit 20 pages et son retour, c'était... Écoute, sur la partie technique, très bien. Sur la partie littéraire, style, etc., il y a encore de gros efforts à faire. Ouais. En gros, il m'a dit, je vois bien la pièce, mais où est le metteur en scène? D'accord. C'était une façon comme une autre d'expliquer que j'avais des progrès à faire. Donc en fait, on s'est orienté comme ça sur une façon de présenter les choses. C'est comme ça qu'on est arrivé à non pas écrire à la deuxième personne du pluriel, mais sous forme de dialogue. Donc c'est un moyen c'est moins donneur de leçons, et ça rend les choses plus fluides. Et en fait, j'ai écrit toute la partie technique du livre pendant 1 an. Ça faisait 900 pages. Il a lu les chapitres, et il s'est aperçu. En fait, il était content pour la partie technique. Par contre, il y avait quand même encore de gros progrès à faire sur la partie écriture. D'accord. Donc il m'a dit écoute, je te dis franchement, vu la dimension que prend le projet, je pense qu'il vaut mieux qu'on travaille avec un co-auteur qui est écrivain, qui est en fait Franck Garot, qui est un écrivain qui fait des nouvelles, qui paraît régulièrement, etc., et qui a entre autres corrigé son livre précédent, le Poker au-delà du hasard. Ah oui. Donc en fait, le projet a pris de plus en plus de dimensions, et par rapport à Poker au-delà du hasard, qui est en fait qui raconte, qui est en fait un dialogue entre deux coachs et un élève. Ici, c'est la même chose, mais on a en plus défini un scénario, une ambiance. Et c'est là, excusez-moi, je suis le nez un peu bouché, c'est pour ça que et là on avait besoin d'un écrivain vraiment pour développer, garantir la partie littéraire en fait du livre, pour alléger un peu la syntaxe, etc., et pour développer toute la partie scénario et contrôler les incohérences. Donc en fait, moi, on va dire que je travaille sur la partie technique, et puis après il y a Franck qui a travaillé sur la partie littéraire entre guillemets. Très bien. Et Alexis s'est lui-même aussi impliqué dans le livre, parce que il m'a corrigé, et puis il avait des idées de scénario qu'il nous a proposé, etc. C'est un peu lui qui a construit l'intrigue au final, et donc il a décidé, vu le temps qu'il a passé sur le livre, à se positionner en tant que co-auteur, ce qui est tout à fait légitime. D'accord. Voilà. Alors l'intérêt d'être trois co-auteurs, c'est qu'on peut se challenger, on se critique. Et ça évite de partir en vrille, on se cadre et on arrive à un résultat qui convient à tout le monde, quoi. Oui, tout à fait, ouais.
Voilà. D'accord. Bon, content de cette collaboration finalement alors. Alors, il y a eu, c'était assez sportif, mais on est super content du résultat. D'accord. Et puis moi, j'ai énormément appris sur la partie écriture, quoi, parce qu'en tant que premier auteur, on pense toujours qu'on sait écrire, et en fait. Et quand tu dis que c'était sportif, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous êtes engueulé de temps en temps, vous n'étiez pas d'accord sur des sujets, sur des trucs, vous êtes fighté ou pas? On se fight à peu près tout le temps. Ouais. Quand on soumet une idée, la première remarque, c'est nul. Et après, voilà, on part, on se construit, on essaye d'argumenter. Chacun veut imposer son idée ou pas. Donc, non, c'était assez sportif. Et alors, tant mieux. Ouais. Et alors, juste comme ça, pour savoir, ça se passait en live ou ça se passait par mail interposé? Ça se passait comment l'écriture? Vous vous rencontriez autour d'un verre ou alors c'était chacun chez soi avec son traitement de texte? On s'est rencontrés quelques fois, mais pas tant que ça en fait. On utilise après les systèmes de tracking dans Word. Chacun, moi je remets une version, le co-auteur prend la version, la corrige, apporte des commentaires. Les commentaires j'y réponds et en fait sur chaque chapitre il y a à peu près 12-13 allers-retours entre les trois co-auteurs. Ouais. Donc en fait le livre, un livre comme ça s'écrit entre 4 et 6 fois quoi. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est pour ça que ça demande autant de temps, évidemment. 2 ans de travail. Voilà. Sans compter que moi j'ai commencé à écrire en 2009, que j'ai fait énormément de recherches et que ma vision du poker, enfin en tout cas de la théorie, a évolué entre 2009 et maintenant. Donc j'ai réécrit certains passages. Ah oui. Voilà quoi. Après Après, il y a toute une partie qui prend du temps, toute une partie de montage, parce qu'en fait, on est passé de 900 pages à 600 pages. Donc, c'est pas en supprimant des passages, c'est en améliorant le montage. On inclut des illustrations, parce qu'il y a aussi des illustrations, etc. Donc, c'est un énorme travail. Alors, c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que le poker évolue constamment et assez vite. Justement, surtout par le support d'Internet, on voit des stratégies qui évoluent tous les 3 mois ou tous les 6 mois. On est obligé de se remettre un peu à la page quand on veut suivre. Ouais. Donc toi personnellement, tu nous en as parlé un petit peu de ton tournoi, ton premier side à Barcelone à 500 €. Mais quelle est ton expérience en tant que joueur? Comment tu as commencé le poker? Est-ce que tu joues online aussi? Tu fais du live? Alors, c'est vrai que je passe énormément de temps sur l'écriture du livre, donc je peux pas jouer aussi souvent qu'un bon joueur joue par semaine. Je dirais que ça va entre 5 et 10 heures online par semaine et autant en live. Donc je peux pas m'appliquer pleinement pour des raisons d'abord familiales. C'est aussi quand on est installé avec une famille, un enfant, il faut faire c'est partie des compromis, ce qu'on n'a pas quand on a 20 ans. Donc je joue en fait principalement, on va dire, des tournois de 20, 30, 50 €, et puis je fais le dimanche des 100 €, mais c'est pas forcément régulier. En cash, je fais j'ai pas non plus construit une bankroll pour jouer en NL 600, donc je fais plutôt de la NL 200 et parfois un peu moins. Et en live, je fais des tournois deep stack dans les cercles, des tournois à 250, 500. Et l'année dernière, j'ai eu l'occasion, avec d'ailleurs un certain Azerty, puisque tu parlais d'Azerty tout à l'heure. Ah oui. Je parlais avant un package en fait pour aller au VSOP. Ouais, je dis pour les auditeurs qui écoutent le podcast, on n'en a pas parlé pendant l'émission, c'était juste avant, mais c'était par rapport aux pseudos et l'originalité des pseudos. Et il y avait quelqu'un dans le chat qui avait un pseudo absolument imprononçable, qui avait dit qu'il l'avait choisi en mettant les doigts au hasard sur le clavier. Et j'avais dit qu'il y en avait d'autres qui choisissaient Azerty par facilité, quoi. Mais Azerty, c'est quelqu'un aussi de la communauté. Et je crois que vous connaissez, ouais, effectivement. Voilà. Donc en fait, c'était un championnat sur 30, je crois 25-30 tournois. Donc j'ai fini runner-up et puis Azerty a gagné le tournoi. Donc en fait, on s'est retrouvés tous les deux
à Vegas, et puis on a expérimenté les lives de Vegas, les donkeyment de Vegas. Ouais, les fameux 1000 et 1500 là, c'est ça? Voilà, moi j'ai fait un 1500 et un 2500. Ouais. C'était une belle boucherie, enfin le 1500 notamment, et lui a fait un 1000, je crois qu'il n'a pas fait le main event. En fait, bon, à Vegas, vaut mieux expérimenter les deep stacks au Caesar Palace ou au Venetian, qui sont quand même beaucoup plus intéressants, ou alors même simplement faire du cash game. Je pense que c'est beaucoup plus V+, que d'aller s'embarquer dans un tournoi à 1500 où on démarre avec 75 bébés, quoi. Ouais. Et encore, si on démarre avec 75 bébés et que la structure est lente, ça peut encore aller, mais je crois que c'est pas le cas. Bah c'est une heure par level. Ouais, mais là bon, vu qu'on n'a pas de jeton au départ, c'est boucherie quoi. Voilà, en fait je crois que le stack fait 30 fois le buy-in. C'est-à-dire que 1500 c'est 75 bébés et puis 2500 c'est 4500 jetons au blind de 25-50. Et vous n'avez pas perfait ni l'un ni l'autre? Bah en fait, on peut chatter des fois aussi, hein. Voilà, en fait, on s'est retrouvé au début du D2 en même temps parce que les tournois, les deux différents tournois se déroulaient en même temps. On avait tous les deux 15 bébés de départ, on était super mal au début du D2. Lui a passé un flip et moi j'ai perdu un gros coup et voilà, je me suis fait sortir. Et lui a continué, il a réussi à rentrer ITM, donc tant mieux. Bon, d'accord, c'est déjà pas mal, ouais. Mais voilà, donc c'était une expérience intéressante, mais vaut mieux faire des deep stacks dans les casinos à côté, où du cash c'est beaucoup plus lucratif. D'accord. Bon, Yann, je vais te proposer qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire ton bouquin quand même. Je vais profiter d'une question de Nem69. Nem69 qui est notre dessinateur d'ailleurs, et qui croque la communauté de temps en temps, et c'est toujours assez sympa de voir les dessins qu'il nous sort. C'est assez bien fait, c'est très rigolo. Alors voilà la question. Elle n'est pas forcément consensuelle cette question parce que enfin, je vais te la lire tout simplement, hein. Alors, je le cite. Perso, j'avais beaucoup aimé le poker au-delà du hasard. Alors, on rappelle que le poker au-delà du hasard, hein, c'est Alexis Beuve. Hein. Voilà. Un bouquin qui a été remarqué. Hein. Voilà. Mais là, j'avoue, Nem qui parle. Hein, donc là, j'avoue que pour le moment, les extraits ne m'ont pas donné l'impression d'apporter beaucoup de nouvelles choses. Alors. Donc, à qui s'adresse ce livre? Débutants, joueurs confirmés, règles, et est-ce vraiment utile de débourser X euros pour ceux qui ont déjà lu le poker au-delà du hasard? Si oui, dans quel domaine et aspect du jeu ce nouveau livre se démarque du précédent? Donc, je résume, hein, pourquoi Poker is War plutôt qu'un autre livre de poker? Bon, il compare avec Au-delà du hasard, et à qui s'adresse ton bouquin, quoi? D'accord. Alors, à qui s'adresse le bouquin? Donc moi je dirais que donc la population visée est assez large. La première partie du livre permet de consolider les fondamentaux. Alors il y a les fondamentaux ce qu'on considère comme les fondamentaux en 2005-2006 et les fondamentaux d'aujourd'hui qui ont quand même fait un bond. Donc ils vont, je pense, la première partie va intéresser les joueurs de small stakes qui ont déjà acquis des bases ou soucieux de progresser dans l'aspect théorique en cash comme en tournoi. C'est pas un livre qui va s'adresser aux débutants. Je pense qu'il faut quand même avoir acquis deux trois bases théoriques, savoir que il faut mieux privilégier un move V+ qu'autre chose, etc. Alors ça c'est la première partie du livre, hein, une première partie, et il va monter en puissance ensuite. Et là, ça va aussi intéresser des joueurs confirmés parce que le jeu post-flop est particulièrement développé. Mmh. Alors, il décrit en fait comment exploiter son adversaire, quand et comment se rendre exploitable. Donc, c'est quelque chose qui est utile en fait pour des joueurs confirmés, des joueurs réguliers qui vont jouer contre d'autres joueurs réguliers contre qui ils ont des historiques. Donc là, je vais apporter quelques éléments de solution que je vais développer en fait en expliquant les différences avec le poker au-delà du hasard. Alors c'est vrai que les extraits, on a choisi de montrer des extraits
pour que chacun se familiarise un peu avec le contenu sur le fond et sur la forme. Ouais, alors bon, on l'a dit d'ailleurs dans la news. Moi, j'ai pas le lien malheureusement sur moi là, mais c'est super facile à trouver. Vous pouvez, si vous l'avez pas fait encore, puisque j'en ai parlé moi dans la news, je crois, ou alors de toute façon il y avait une news qui en parlait. On peut télécharger 40 pages du bouquin, ça c'est vachement bien, sous format PDF. Là, j'ai pas le lien sur moi bêtement là, mais bon, ça s'appelle Poker is War. Vous tapez Poker is War, vous allez tomber tout de suite dessus dans Google, et vous pouvez télécharger ça et ça vous donnera une bonne idée du bouquin. Voilà, vous tapez Praxéo et vous tombez sur le blog d'Alexis, qui offre le lien en téléchargement. Voilà. Alors, donc pour répondre à la question en quoi il se différencie en fait de Poker au-delà du hasard. Déjà j'ai travaillé avec l'auteur. Alexis s'est investi dans un nouveau livre. Donc déjà, il était convaincu que ça apportait quelque chose de plus. D'ailleurs, comme c'est une question qui est assez récurrente sur différents forums, il a dans son blog rédigé un article qui explique en gros les différences entre les deux. Donc en fait, il se démarque sur plusieurs points. Bon, déjà, en fait, lui, il a sorti son livre en 2007 et comme on l'a dit tout à l'heure, la théorie a quand même pas mal progressé, notamment grâce au forum, à l'échange d'informations, aux vidéos, au coaching. On sort des théories tous les 3 mois, comme tu disais. Donc déjà, Poker is War a pour objectif d'être à jour sur la théorie, tout en apportant des éléments nouveaux que la théorie n'a pas encore développé. Deuxième élément de fond, Poker au-delà du hasard a beaucoup développé le jeu pré-flop, alors que dans Poker is War, je rappelle les fondamentaux du jeu pré-flop avec les critères de sélection des mains de départ selon leur potentiel post-flop, la taille du stack effectif, leur cote implicite, le retour sur investissement nécessaire, et puis les stratégies de 3 betting, 4 betting. Mais j'insiste énormément sur le jeu post-flop, alors que donc Poker au-delà du hasard n'avait pas trop développé cette partie-là. Alors dans le jeu post-flop, pour synthétiser, je développe le taux de connexion adverse au flop. En fait, en fonction du range présumé de vilain et de la texture du flop, sur certains flops, vilain, en fonction de son range, va beaucoup connecter. Sur certains, il va moins connecter. Donc, ça permet déjà d'identifier dans quel spot on peut faire de la value facilement, dans quel spot on peut bluffer. Ça, c'est une théorie. Bon, il y a eu des éléments qui ont été développés. Et moi, j'ai dressé une typologie de 10 flops assez récurrent, et sur lesquels on va agir différemment. Ouais. D'ailleurs, ça c'est résumé. Je vais pas brûler les étapes, mais c'est résumé sous forme de tableau, d'ailleurs aussi. Alors oui, il y a des tableaux, il y a des graphes. Il y a des graphes et tout. Ouais, ça j'ai fait pas mal de recherches sur l'aspect mathématique du jeu. À partir duquel en fait j'ai identifié des pistes de solutions, des conclusions. Parce qu'en fait quand un joueur veut progresser post-flop, en fait, les plus gros défauts, parce que je fais aussi du coaching, et je m'aperçois que les plus gros leaks, en fait, c'est que les joueurs ne savent pas identifier suffisamment des spots de bluff et suffisamment les spots de value. Donc ça, c'est vraiment un axe qui est valable dans n'importe quelle limite. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça, c'est vraiment la mathématique au service du feeling, c'est-à-dire au service du hand reading, quoi. Voilà, c'est très orienté là-dessus. Sur la partie post-flop aussi, donc j'ai dressé tout l'inventaire des moves qui peuvent être utilisés avant d'être commit dans un coup, en fonction du tapis effectif, que ce soit en cash, que ce soit en tournoi avec ou sans ante. Par exemple, faut savoir que sous les 21 BB, on va être commité lorsqu'on fait un continuation bet au flop. Donc ça veut dire que ça limite vachement nos moves, ça limite pré-flop, on est dans une zone qu'on appelle la zone de re-steal. C'est une zone de danger parce que en fait, on peut quasiment rien faire comme move. Donc en fait, j'ai identifié 4 zones principales. Push-fold, re-steal, 3 bêtes et 4 bêtes, et dans chacune des zones je définis tous les moves pré-flop et surtout post-flop qu'on peut opérer. Donc j'analyse pas mal les betting patterns flop, turn et river. Donc je passe tous les moves post-flop en revue, quand les utiliser, contre qui, comment les contrer, comment les interpréter, comment manipuler vilain.
Je m'appuie pas mal sur le théorème, en tout cas le corollaire du théorème de Baluga, qui est pour moi un petit mot là-dessus. Pour nos auditeurs qui connaîtraient quand même pas forcément tous ce théorème-là, parce qu'on a aussi des débutants. Voilà, en fait, Baluga, qui est un joueur très connu et qui a sorti un e-book qui est lui-même très connu, qui s'appelle Easy Game. En fait, un théorème qui dit, grosso modo, quand tu as été collé au flop et que tu es relancé à la turn, vilain a très probablement un jeu qui peut battre une paire. Donc en fait, ça a l'air de rien comme ça, mais l'idée est tous les joueurs agressifs qui s'appuient beaucoup sur la lecture de range, enfin sur les betting patterns, regardent l'action à la turn parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Ouais. Et quand un joueur en fait que l'on ne connaît pas ne relance pas à la turn sur un board qui peut être dangereux, alors on peut douter qu'il ait un jeu fort. C'est-à-dire qu'on va relancer généralement à la turn, soit avec une main, une premium, une main à très forte showdown value, soit avec un tirage. Donc déjà, quand on relance pas, c'est qu'on peut éliminer certains segments. Alors c'est pas vrai tout le temps, hein, bien sûr, hein, surtout en small stakes, où les joueurs préfèrent en small stakes où les joueurs préfèrent piéger. Mais à haute limite, ça commence à devenir de plus en plus vrai. Et le jeu agressif se base énormément sur ça. Donc moi j'utilise un peu ça et je le développe aussi. J'appuie en fait une lecture de range là-dessus et je décris à la river la dimension mathématique du jeu. C'est-à-dire comment tu peux segmenter un range adverse. Par exemple sur les ranges qui comportent des misdraws à la river, lorsqu'un joueur va polariser son range en bettant le pot. En fonction du board, on connaît la cote. En fonction du board, on sait à peu près définir quelle est la part de ton range qui te domine, la part de ce range que tu domines, etc. Et en revenir à un simple calcul de cote finalement pour savoir s'il est rentable de payer ou pas, quoi. Ouais. J'explique aussi comment on peut merger son range à la river pour piéger des joueurs qui ont des bluff catchers. Voilà, ça, c'est la partie mathématique. Après, il y a tout ce qui est chauffe pour free roll à la river, comment transformer sa main en bluff. Tout ça, c'est des concepts qui n'existaient pas en 2007 ou qui n'étaient pas développés et qui aujourd'hui sont moins les courantes. Donc, c'est important de se mettre à jour là-dessus. Sur la partie post-flop, je développe aussi tout l'aspect de manipulation de la taille du pot. Qui est un concept attenant au contrôle du pot, comment sizer ses mises ou ses relances pour prendre un tapis adverse à chaque street, comment éviter de s'embarquer dans un coup, de se retrouver commit avec une main moyenne, comment bluffer en paraissant commit contre un sinking player, etc. Donc là, ça c'est des recherches aussi que j'ai faites là-dessus. Et puis je m'arrête évidemment sur l'équilibrage de range quand on rencontre un reg contre qui on a une historique ou quand on joue aussi contre un joueur pro, enfin un joueur meilleur que soi, pardon, qui va beaucoup appuyer sa logique sur la lecture du range. Comment développer des stratégies inexploitables contre un joueur en fait qui va nous exploiter de manière générale. Donc ça c'est pour la partie post-flop. Et ce que j'ai développé aussi par rapport donc au livre d'Alexis, c'est toute la stratégie de tournoi. Donc la stratégie de tournoi, en fait, je l'ai basée sur 6 phases que j'ai identifiées et sur un niveau de tapis minimum qu'il faut avoir à chaque niveau de blinde. Donc on sait tous que l'évolution de la profondeur du tapis dans un tournoi n'est pas linéaire. Et que le milieu de tournoi est une phase qui est particulièrement difficile à manœuvrer. Donc, on sait qu'il est nécessaire de protéger son tapis en le maintenant à une taille minimale. Oui. Donc, je donnais tout à l'heure l'exemple des 21 bébés en dessous desquels on est 6-bet. On est commit sur un 6-bet. Ça veut dire qu'en fait, quand on tombe dans la zone des rustiles, qui est à peu près aux alentours de 25 bébés, on est en danger. C'est-à-dire on met son tournoi en danger. Donc, il faut maintenir un tapis supérieur à cette limite-là. C'est un rapport avec la théorie des blocs, ça, non ? Alors, j'y viens justement. Oui. En effet, il faut anticiper la future montée des blindes.
Si on a 30 blindes au niveau 200-400, on n'aura plus 30 blindes au niveau 300-600 si on fait rien. Et donc, il faut projeter le tapis minimal qu'on veut avoir à la prochaine montée des blindes et voir quels sont on va scinder en fait son stack en blocs utiles et blocs inutiles, et voir en fait comment utiliser ces blocs inutiles, quels sont les moyens pour y parvenir, pour atteindre l'objectif voulu. Et enfin, je m'appuie aussi sur la théorie de Gigabet, la deuxième partie en fait de la théorie de Gigabet pour manœuvrer un gros tapis en tournoi et identifier les cas où il est possible de sacrifier ce que j'appelle de levée immédiate, c'est-à-dire on sacrifie le lever d'un coup pour espérer en gagner plus par la suite. Voilà, donc j'ai développé toutes ces parties-là autour de la gestion de tournoi. Et enfin, je termine avec le heads-up, que en fait je développe sur la partie deep stack, sur la partie medium stack ou short stack. Et puis j'ai imaginé, à la demande d'Alexis qui avait organisé un challenge contre des pros, j'ai imaginé en fait une stratégie anti-pro. Ah oui. En fait, l'objectif de cette stratégie-là, c'est de se rapprocher le plus possible. En fait, c'est de réduire l'edge du pro et de se rapprocher le plus possible du 50-50. Ouais. Je prends un exemple tout bête. En fait, au tennis, si demain on joue contre Nadal sur terre battue, on n'a qu'une chance de gagner. Même sur gazon, à mon avis. Même sur gazon, donc il faut chercher au maximum la variance. Donc il faut pas jouer fond de cours, il faut pas jouer là où le pro a des skills par rapport à nous. Et il faut jouer la variance et puis chercher le coup gagnant à chaque fois. Donc là, c'est pareil, pré-flop, on va sélectionner les mains qui vont bien, et puis au flop, on va attaquer comme un malade avec des draws ou des premiums pour réduire en fait le SPR, le stack to pot ratio, le maximum, enfin pour le réduire quoi, pour que son edge en fait lui soit réduit. Et puis donc j'avais développé cette théorie, puis on a fait le challenge qui s'est plutôt bien passé. Alors donc ça c'est vachement intéressant. Mais alors là, je fais une parenthèse comme ça, mais j'avais joué quelques sit and go HU il y a quelques moments, il y a quelques mois, et j'avais des joueurs, c'était pas des grosses limites. C'était du $10, $20 à l'époque du .com. En fait, ça fait même 1 an ou 2. Et j'avais des joueurs de temps en temps qui me faisaient all-in pré-flop chaque main. Ouais. Et ça, figure-toi, même quand tu as un edge contre un joueur, c'est lui, il a privilégié la variance. Il avait aucun edge sur moi, tu vois. Mais c'est redoutable, quoi. Si jamais tu run bad, tu touches pas une main. Bon, évidemment, il est perdant, ce mec-là, c'est pas un problème. Mais sur le coup, quand tu joues une partie comme ça, il avait maximisé son EV, quoi, en faisant des moves EV moins, quelque part. C'est-à-dire, voilà, en fait. Puisqu'il avait quasiment aucune chance au départ. Disons qu'il avait moins d'edge, mais là, du coup, je veux dire, à moins de toucher des cartes, quoi, tu peux pas payer des all-in comme ça, tu vois. Voilà, en fait. Je prends un extrême, c'est pour, mais ça m'est arrivé, c'est pour ça. En fait, c'est une possibilité pour contrer le pro, c'est d'utiliser cette stratégie. Maintenant, même à supposer que le pro il sache sélectionner que les mains qui ont 50% d'équité par rapport à une random hand. Au final, ton EV va pas être trop dégueulasse, elle va être de 43% sur, tu vas terminer à 43 € si tu engages 100 € à chaque fois. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il va gagner 57% du temps, toi tu as gagné 43% du temps, et contre un pro, j'ai pas fait le calcul, j'ai pas de retour là-dessus, mais je pense que c'est pas mal, quoi. Gagner 43% du temps contre un pro du heads-up. Ouais. Bon, après, c'est complètement inintéressant. Absolument, ouais, ça c'est vrai, ouais. D'abord, c'est du one shot parce que le pro, il va pas rejouer contre. Ouais, bien sûr. C'est pour ça, bon, c'est une parenthèse, mais ça m'est arrivé, c'était assez surprenant, quoi. Et finalement, je me dis, c'est la seule chance qu'il a de gagner, quoi. Voilà, mais en fait, les joueurs qui n'ont pas d'edge post-flop, ils jouent tout pré-flop, quoi. Voilà. C'était la stratégie de Darwin Moon en table finale en 2009 au VSOP. Oui. Et ça lui a bien réussi. Ouais. Enfin, bon, il a pas mal chaté pendant le tournoi, quand même. Il est obligé, vu qu'il a pas d'edge, de chatter, quoi. Mais
Mais je pense que c'était la meilleure conseil à lui donner, c'était de jouer la variance, quoi. Ouais, Parce que quand on arrive à sa gauche, c'est pas facile. Ouais, effectivement. Voilà. Bon. Donc voilà, donc en fait je reviens sur les différences avec Poker au-delà du hasard. Moi j'ai tenu à travailler aussi avec des professionnels qui ont lu et validé toute la partie technique. Donc j'ai travaillé avec Bazou que vous connaissez sans doute. Ouais. Vasile Yaïch, voilà, Éloi Rolange qui a fondé donc Poker Academy. Ouais. Fabien Perrault qui est aussi coach à Astex maintenant chez Poker Academy, il y en a beaucoup travaillé avec eux. Et puis mon pote Val Vegas en fait et Julien Martini qui a 20 ans et qui a déjà une bonne bankroll en fait ont suivi aussi le chantier. Donc voilà, je tenais vraiment à back-upper toute cette partie-là. Ah bien sûr. Donc ça c'était important. Après donc ça c'est pour la partie point de fond. Maintenant dans la forme, je dirais que j'ai pris le parti et j'ai convaincu Alexis d'utiliser un langage un peu plus normalisé par rapport à celui qu'utilisent les joueurs de poker. C'est-à-dire qu'au début, il était hors de question de parler d'impôt 3BT. Ça, c'est pas français. Ah oui, alors ça, c'est un problème, ouais. Alors, comment t'as contourné le truc, alors? J'ai dû le violer plusieurs fois pour que ça passe. Ouais. Au début, ça s'est mal passé, mais après, on a eu pas mal pour entrer dans la technique, pas mal de difficultés à conjuguer des verbes en anglais. Oui, c'est toujours un problème, ça, ouais. Mais après, je me dis, un joueur qui veut progresser, il va sur les forums, il va voir un joueur poste une main, il va voir, dit voilà, et s'il comprend pas le langage qui est utilisé, s'il n'a pas de traducteur, il va dire voilà, il y a une élite qui parle et puis moi je suis hors du coup. Ouais. Alors qu'en fait c'est bête, il suffit d'acquérir un peu le langage qui est utilisé par tout le monde. Ouais. Et puis du coup on peut lire normalement une main commentée quoi. Donc ça fait, c'est vrai, peut-être un peu élitiste, mais d'un autre côté, ça permet à tout le monde d'acquérir le langage suffisant. Oui, c'est le jargon. Alors on en arrive, puisqu'on parle de bouquins, je reçois un auteur à faire des barbarismes d'ailleurs en français. Moi le premier d'ailleurs, puisque des fois on va contourner les trucs en disant au lieu de miser, on va dire bêter, ce qui ne veut absolument rien dire et qui est un barbarisme en français. Alors que en fait, il y a un jargon. Alors moi j'ai un avis là-dessus, mais c'est pas mon rôle d'avoir un avis. Hein. Mais c'est vrai que le jargon, il est pas compliqué à apprendre. Il y a pas 500 000 mots, quoi, tu vois. Donc je pense que quand même c'est pas mal, puisqu'il y a déjà un langage qui est international, de l'apprendre quand même ce truc, quoi. Parce que c'est vrai que c'est bien de franciser des choses, mais il y a des choses qui sont faciles. On peut dire relance à la place de reste, tout le monde comprend. Mais il y a des mots qui sont beaucoup plus compliqués à traduire, et on en arrive quand même à faire des néologismes qui sont douteux, quoi, on va dire, qui sont des barbarismes, quoi. Oui, et puis même si on va aller sur des forums américains. Ouais, sans les citer, on est quand même obligé d'avoir, l'anglais qui est écrit là-dedans est quand même assez simple à comprendre, mais les termes qui sont utilisés, c'est des termes anglais. Et oui. Les termes techniques anglais, faut les connaître. Et je prends un exemple, le 3-bet light, il y a encore plein. Dans le club dans lequel je joue, il y a encore des personnes qui pensent que 3 bêtes, ça veut dire multiplier par 3 la relance initiale. Ah oui, d'accord, ouais. Light, ça veut dire faire un peu moins que la relance initiale. Ouais. Ou lumière, peut-être, ça veut dire. Non. Voilà, ou lumière. Donc en fait, ils voient des termes, ils les comprennent pas, ils les interprètent mal, et puis du coup, ils peuvent pas progresser comme ils pourraient. Alors c'est pour ça que moi, de toute façon, je parle comme ça quand j'écris sur les forums. Alors tu t'es battu pour ça, alors. Donc finalement, t'as opté pour quoi, alors? J'ai opté pour le langage du joueur qui débat tous les jours de technique sur un forum. Voilà. Et en plus, ça s'adresse pas aux débutants, donc ton bouquin, et tout le monde devrait déjà connaître ce langage, a priori. Mais quand bien même, en fait, le héros du livre, il connaît le terme range quand même au départ.
Mais progressivement, en fait, il va apprendre des nouveaux termes et donc les termes sont définis. Il y a un lexique en fin de livre. Voilà, on s'y retrouve très facilement, quoi. Bon, ça va alors. Et Nem, si tu nous écoutes, là t'es pas là ce soir, mais je sais que tu écoutes tous les podcasts. Je te salue d'ailleurs au passage. Tu as eu une réponse assez étayée. J'espère que elle te satisfait. Tu as un autre truc à rajouter peut-être là-dessus, Yann, ou tu as fini avec la comparaison avec le bouquin d'Alexis? Je dirais la deuxième comparaison, le dernier point, c'est en fait là c'est sur la forme. J'en ai parlé déjà. C'est que comme on a fait intervenir un écrivain, on a passé le cap des simples personnages qui est exposé et utilisé dans le poker au-delà du hasard. Là, on a développé une intrigue, une ambiance qui sert en fait à alléger le discours technique. Parce que c'est vrai qu'il y a des passages. Il y a des passages qui sont peut-être un peu denses en fait à se prendre comme ça pendant 10 minutes. Il faut faire souffler le lecteur. Et donc là, je dirais la compétence de l'écrivain qui sait quand il faut faire souffler, quand faire une vanne, etc. Ça c'est et puis en fait l'ambiance et l'intrigue supplémentaire qui apporte. Donc en conclusion, je dirais c'est pas des livres qui sont redondants, loin de là. Ils sont différents et ils se complètent. Et ce qu'Alexis dit, c'est pas moi. C'est qu'en fait, Poker is War, d'après lui, commence là où le poker au-delà du hasard s'achève. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, chaque livre qu'on écrit... C'est une continuité, quoi. Voilà, c'est une continuité. Chaque livre qu'on écrit, le dernier livre à la mode aujourd'hui, peut-être dans 5 ans, ça sera un livre pour débutants. Vu comment le niveau augmente, vu comment la théorie avance, vu comment l'information est accessible, synthétisée, voilà, il y a des livres. Moi, j'ai commencé avec certains livres que je n'ouvre plus, et puis des livres qui étaient en avance il y a 5 ans, aujourd'hui sont obsolètes. C'est la durée de vie, et tant mieux. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à apprendre, ça progresse et ça œuvre pour la continuité la pérennité du poker, quoi. Ouais, ça va très très vite. Ça va très vite. Moi, je voudrais revenir sur le titre du livre. Oui. Poker is War. Donc, c'est une guerre, quoi. Alors, c'est juste un effet de style, d'accroche, où tu penses qu'effectivement, le poker, c'est une guerre? C'est pas en fait. C'est ce que j'écris en fait dans l'introduction. C'est pas une revendication. C'est juste de prévenir que le lecteur ou le joueur de poker qui souhaite progresser en fait, dès qu'il va s'asseoir à une table de poker, il faut qu'il s'apprête à entrer en guerre. Il va être attaqué de partout, il va être manipulé, on va chercher à le tuer, ça va être sanglant. C'est pas la belote. Voilà, il y a des enjeux, c'est un jeu d'argent, c'est à prendre au sérieux. Les joueurs pros ont compris qu'il fallait avoir une hygiène de vie, ils ont compris qu'il fallait savoir gérer une bankroll, enfin pas que les joueurs pros d'ailleurs. Donc en fait, il y a une discipline qui est similaire entre celle du soldat et celle du joueur de poker. Il y a toute une partie stratégique d'anticipation, etc. Et puis c'est un jeu agressif, etc. Donc on va rentrer dans l'arène, il faut être prêt à se battre, c'est tout. Donc c'est pas, voilà, je suis pas en train de dire il faut faire la guerre, c'est juste un avertissement. Bon, alors, je vais juste lire 2 ou 3 phrases que je vais sortir du contexte. C'est pas important. C'est juste pour étayer tes propos et pour mettre l'accent sur le choix des mots justement et des images choisies. Alors voilà, je reprécise, c'est sorti du contexte, mais ça n'a aucune importance. Voilà par exemple 2, 3 phrases. Là, tu parles des SHC, donc la main de départ. Ta main de départ, c'est l'arme que tu choisis selon la position que tu auras sur le champ de bataille. Oui. Voilà. Autre exemple, j'ai hésité à l'appeler Stalingrad ou la Bérésina. Observe le taux de mortalité et juge par toi-même. Oui. Et dernier exemple, dans les premiers niveaux, là tu parles d'un tournoi, dans les premiers niveaux, les frappes sont discontinues, ça tire de partout, les pertes sont lourdes. La machine de guerre évolue dans les phases suivantes, on passe plutôt aux techniques de guérilla, embuscade,
infiltration, sniper, frappe chirurgicale. Bon, voilà, c'est sans équivoque. Hein. Voilà, donc en fait, pour rebondir sur cet exemple, lorsque j'ai décidé d'analyser la stratégie de tournoi, j'ai commencé à lister l'évolution des joueurs en fait, la liste des nombre de joueurs qui ont bust à chaque niveau. Donc ça, je l'ai fait sur plusieurs tournois online. J'ai obtenu une courbe qui est assez significative, représentative, c'est-à-dire que pendant les premiers 20% du tournoi, ouais. Ça c'est extraordinaire. 75% des joueurs qui sautent. Ouais. J'ai fait, donc c'est assez violent. Ouais. J'ai fait ce parallèle avec le online et le live. T'as fait aussi avec parallèle. Le live. Ça c'est génial. Vous pouvez le voir sur les 40 pages. Ça, je l'ai lu et ça j'ai été très étonné d'ailleurs. Je vais te laisser continuer, mais on arrive au même résultat. Alors que les niveaux de blindes sont différents, les tapis de départ sont totalement différents. Enfin, bon, c'est assez délirant, quoi. Donc, petite parenthèse, je remercie tous les couvreurs en fait qui postent, qui font des couvrages de ces tournois-là. Ils le font plus, mais avant ils le faisaient. Ils rappelaient le nombre de joueurs à chaque niveau. Donc, ce qui permet pour un observateur de faire ce travail, de reconstituer ce genre de graphique. Et on s'aperçoit qu'en fait, si on rapporte au niveau, alors au VSOP par exemple, au main event, je crois que les niveaux sont de 2 heures, ouais, sans dire de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. Un tournoi online, on va dire un niveau de 10 minutes. Ouais. Et en fait, quand on ramène au niveau, les courbes, elles sont similaires. Ouais, c'est ça, les courbes se chevauchent, quoi. Elles se chevauchent, quasiment. Ouais. Ce qui permet, alors après, bon, il faudrait faire ça sur des milliers et des milliers de tournois, mais ce qui permet déjà d'identifier des phases et de prendre des hypothèses et de définir une stratégie de tournoi. Alors, c'est pour ça, je suis rentré dans le détail maintenant par rapport à l'histoire de la guerre. C'est vrai que c'est un thème que Alexis connaît bien. Enfin, voilà, c'est un terme qui lui parle. Et on s'est dit, on va jouer le jeu à fond. Et donc, on va utiliser des termes guerriers. On va utiliser une charte graphique guerrière. Ouais. Donc un rouge un peu sang. En fait, les couleurs qui sont utilisées sont des couleurs d'uniforme, machin. Il est allé chercher des trucs improbables. Ouais. Donc on a voulu faire un truc cohérent et jouer le jeu à fond. Il y a des icônes qu'on voit pas forcément ici, qui sont des icônes guerrières. Et puis pour pondérer tout ça, alléger tout ça, on a fait des illustrations un peu funky, un peu fun, pour faire souffler, voilà, et pour alléger le tout, quoi. Donc voilà, on a repris la police, la police Star Wars, qui est libre de droit, je précise au cas où. Donc voilà, toujours pour rester dans le ton, quoi. D'accord. Ouais. Mais alors, cette guerre, elle peut revêtir plusieurs aspects. Une guerre, contre ses adversaires, hein, ça c'est évidemment dans le bouquin, mais aussi contre soi-même. Le poker, c'est aussi souvent un combat contre soi-même. Est-ce que ça a abordé ça dans le livre ? Alors, j'ai un chapitre qui s'appelle la discipline. Oui, voilà. Dans les fondamentaux, dans lequel j'aborde cet aspect-là, mais pas tant que ça en fait. C'est pas un sujet que je développe particulièrement. J'aborde aussi la notion de manipulation dans le chapitre sur les tells, où l'art de manipuler l'adversaire en lui assénant des messages négatifs pour qu'il ait une mauvaise opinion de soi, pour le dégrader, etc. Ça, c'est des choses qu'on voit tous les jours quand on joue en cercle. Je dis juste voilà, il faut être prêt à ça. J'explique pas forcément comment il faut le faire. Je dis juste voilà ça existe, voilà comment les gens s'y prennent mais je développe pas sur la partie intériorisation, psychologie, comment se préparer mentalement. Ça c'est pas un sujet que j'aborde parce que c'est pas un sujet que je connais que je connais bien. Puis il y a d'autres livres qui sont complètement dédiés à ça et qui le font très bien. D'accord. Quand même au feeling comme ça, quel est pour toi en pourcentage, une estimation, je ne demande pas d'être précis, mais au feeling, le pourcentage entre la part technique, au poker bien sûr, la part psychologique et la part de chance? Alors, je dirais que la part de chance, par rapport à la part technique,
elle est très grande quand on est débutant et elle est faible quand on est expérimenté. Je sais qu'il y a eu des recherches là-dessus qui ont été faites. Un Allemand a fait une recherche là-dessus. Il a conclu qu'il y avait 60 parts de chance. Je sais pas comment il a abouti à ça. C'est énorme quand même. Ouais, c'est énorme. Maintenant, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent par rapport quand on pose souvent la question. Ça voudrait dire que finalement, même quand on a un skill énorme, on est EV moins, quoi. Oui, alors après, c'est vrai que ceux qui gagnent le plus d'argent sont quand même les meilleurs joueurs. Bah oui, non mais justement. Ce qui veut dire que la part de technique, elle est énorme. Maintenant, un très bon joueur peut avoir un downswing qui va durer 10, 20, 30 K, 1, 50, je ne sais pas. Oui, donc, ça veut dire qu'il y a aussi un bad run qui joue. Et c'est peut-être là que la partie psychologique est importante. C'est-à-dire qu'un joueur qui va être fort, qui est préparé, il va s'en relever. Et un joueur qui n'est pas préparé à ça, il va arrêter le poker ou il va claquer 20K avant L50, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Non, voilà, en fait, la partie psychologique, honnêtement, j'ai pas assez de recul ni d'expertise dans le sujet pour dire, voilà, la part de psychologie, elle est là. J'avais lu, alors après, ça vaut ce que ça vaut, par exemple, que les femmes savent quand on leur ment 70% du temps, et les hommes savent quand on leur ment 30% du temps. Ah. Alors, est-ce que ça rentre dans la psychologie ou pas? Je sais pas, est-ce que la partie lecture adverse, les joueurs de live sont très attentifs aux tails, par exemple? Est-ce que ça fait partie de la psychologie? Les joueurs online sont plus mathématiques dans leur approche analytique, en tout cas. Oui, mais ça, c'est sûr. Oui. Voilà, après c'est évident. Les joueurs online ont apporté vraiment une technique bien au-dessus des joueurs live, et les joueurs live sont bien plus forts au départ. Après, ça se rejoint. Après, le joueur online est un peu perdu forcément au départ quand il arrive sur son premier tournoi. C'est logique. Et les joueurs live enfin les bons en tout cas, ont cette maîtrise-là psychologique. Ils ont un avantage, mais après, je pense que n'importe quel joueur, d'ailleurs on le voit, les joueurs online arrivent à très bien performer sur les lives, et éventuellement aussi les joueurs old school, les grands, sont toujours là, quoi, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, les mecs qui ont 35-40 ans, je pense à des filles live et des machins comme ça, ils ont su s'adapter très facilement au online, hein. C'est les meilleurs. Alors donc, tu vois, et puis il y a plein d'autres exemples. Mais d'abord, pour rebondir sur Phil Ivey, j'avais lu dans un compte rendu de PT que Phil Ivey jouait 80% des mains pré-flop en limpant. Ouais. Alors, on entend partout qu'il faut pas souvent limper. Ouais, mais lui, quand il limpe, il sait pourquoi il le fait. Il y a une grande différence entre un mec qui est un loose passif de NL10. Hein. C'est-à-dire que la différence entre un loose passif de NL10, il va limper UTG, il va se faire relancer tout le temps. Ouais. Il va jouer le coup hors de position sans avoir de skills post-flop, alors que Phil Ivey, bizarrement, personne n'ose le relancer. Donc, en fait, il va avoir un flop pour pas cher. Ouais. Il utilise en fait sa fear equity, c'est-à-dire tout le monde se fait dessus quand il s'agit de jouer contre lui post-flop. Même et quand c'est un élément de psychologie qu'il faut prendre en compte, quoi. Bien sûr, évidemment. Ouais. Et puis même, en fait, un autre exemple de limp, c'était une finale avec Negreanu, c'était à Barcelone, où ça 3BT, 4BT partout en TF, et lui s'est mis tout doucettement, en fait, à limper au bouton, et puis ça s'est calmé progressivement. Ah oui, il a changé la dynamique de la table, tu veux dire, en faisant des limps. Il a fini second. C'était au VSO. Non, je sais plus ce que c'était. Ouais, d'accord. Ouais. 2009, je crois. Bah, il a joué la stratégie à l'inverse, la contre-stratégie de la table, quoi. Bah voilà, lui, il a aucun intérêt à entrer dans cette dimension super agressive pré-flop, post-flop, pré-flop, s'il pense avoir un edge post-flop. Oui. Donc il a essayé de limiter la taille du pot pour avoir plus de marge de manœuvre. Et puis les petits jeunes, ils se sont calmés d'eux-mêmes, quoi. Ouais. Et quand tu es capable de faire ça, moi je dis chapeau. Hein, bien parce sûr. Que un random, il fait ça, il se fait marcher dessus, quoi. Voilà, c'est ça. Et oui, mais voilà. Mais ouais, c'est pour ça que c'est pas par hasard. Voilà, Negreanu, c'est un bon exemple en tournoi. Il est toujours redoutable et toujours dans le top des winners all time, quoi, et toujours présent, et voilà, quoi.
Bon, il se fait un petit peu renverser en cash game online, apparemment. Ça marche pas très bien, mais je crois qu'il aime pas ça. Je sais pas, mais en fait, il aime pas ça. Ça marche pas bien, en tout cas, ouais. Et puis avec la nouvelle vague, on voit en fait, il y a ceux qui ont réussi à s'adapter et qui arrivent au high stakes en fait, qui sont retransmis à nager au-dessus de la mêlée. Et puis il y a ceux qui sont complètement dépassés, quoi. Ouais. Mais bon, en tournoi, c'est assez différent de toute façon. Mais il est redoutable. On parlait de hand reading. C'est quand même un mec qui a une faculté de lire les ranges et les flops. Enfin, bon, moi, je suis assez admiratif, quoi. Et par contre, j'ai pas compris, moi, quel était son intérêt de dire à l'adversaire sa main. Alors là, je ne sais pas. Parce que faudra lui demander à lui. Parce que quand un joueur, en fait, on te dit, voilà, t'as As-Roi, le mec, il a As-Roi, et il va se dire, bon, bah, c'est bon, je suis super lisible, je vais changer de stratégie, je vais jouer différemment. Ce qui est pas dans l'intérêt d'un mec comme Negreanu s'il arrive à le lire, quoi. Ouais. Je sais pas. Bon, après, c'est peut-être parce qu'il y a la télé aussi. Peut-être aussi, ouais, j'en sais rien. Ça, je peux pas te répondre là, personnellement, j'en sais rien. Je sais pas, peut-être que c'est simplement de l'ego et qu'il est content d'avoir passé son truc ou je sais pas quoi, mais enfin bon, j'en sais rien. Alors, est-ce qu'on peut dire quand même que ton bouquin, c'est un manuel technique? C'est un manuel technique, c'est 90% de technique et 10% en fait de scénario, d'ambiance, d'intrigue pour faire souffler. Ouais. Ok. C'est avant tout un livre technique. D'accord, ouais. Et toi-même, est-ce que tu as appris quelque chose en rédigeant ton propre livre? J'ai appris en le rédigeant. Ouais, bah ouais. C'est-à-dire, je suis parti d'un niveau de joueur qui avait 2-3 ans d'expérience, qui jouait en club, voilà, des tournois, des petits buy-in, etc., qui avaient des bonnes bases. Et puis après, j'ai fait mes recherches et j'ai progressé en écrivant, j'ai progressé en faisant mes recherches, quoi. Je peux pas, voilà, je suis pas arrivé avec 20 ans d'expérience. Un wagon de dollars de bankroll en disant voilà je vais vous expliquer comment j'ai gagné ça. Non, je suis parti et puis j'ai développé et l'avantage que j'ai, c'est que j'avais du temps libre. J'ai passé 2 ans en fait full time dessus. Ouais. Et ça, tout le monde peut pas se le permettre de dégager autant de temps sur ça. Ouais. Donc du coup, ça m'a donné le temps et la possibilité de pousser la théorie, d'aller sonder quelques hypothèses, de voir ce qui marchait, ce qui marchait pas, et puis en fait d'écrire le livre, quoi. Ah, ok. Et dis donc, au niveau poker, en tant que joueur, là, tu as un peu délaissé tout ça. Maintenant que tu as fini l'écriture du livre, est-ce que tu vas t'y remettre sérieusement? Est-ce que ça te donne envie, d'ailleurs, quand tu as écrit ce livre, d'y aller et que tu penses que tu as un edge et que tu as envie d'y retourner enfin bref, voilà. Quels sont tes projets à ce niveau-là? Moi, j'aurais, comme beaucoup de joueurs, j'aurais bien aimé, enfin j'aimerais bien en fait être sponsorisé pour faire des tournois, ça c'est super. Maintenant, c'est aussi un projet de couple, un projet familial. Pour côtoyer des amis qui sont professionnels, en fait, ils sont jamais chez eux, ils sont tout le temps en vadrouille. Donc c'est pas facile de concilier une vie de famille et une vie de joueur, si tant est qu'on a le niveau pour l'être. Hein. Donc en fait, ça c'est une décision qui se prend à plusieurs et donc je j'ai pas prévu de me lancer là-dedans. Non. Maintenant je souhaite rester dans le domaine du poker. Ouais. Compte tenu des connaissances et des skills que j'avais avant de faire ça dans le domaine du consulting, je vais essayer d'allier en fait mon expérience professionnelle d'avant avec ma connaissance de certains aspects du poker pour travailler dans le milieu, quoi. Alors après, j'ai pas encore vraiment ciblé exactement ce que je voulais, mais ça pourrait être une room, ça pourrait être un journal, ça pourrait être n'importe quoi. D'accord. Dans l'industrie du poker, comme on dit. Idéalement, voilà. Après, il faut bien manger aussi. Si ça se passe pas, mais je continuerai toujours à jouer au moins 10 heures par jour, enfin par semaine. Oui, parce que par jour, là, t'aurais plus beaucoup de temps pour aller gagner ta vie ailleurs. Hein. Alors, c'était une plaisanterie. Est-ce que tu t'es déjà broke, tiens, d'ailleurs?
Au début, oui. Oui, ça t'est arrivé, ouais. Ouais, enfin au début, voilà, je joue underrollé tout le temps, quoi. Ah oui. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec l'ouverture du marché français. Il y a beaucoup de joueurs qui ont mis 100 €, qui ont joué en NL100 et qui sont repartis, quoi. Ah oui, oui. C'était là qu'il fallait les cueillir, Ouais. qui n'avaient aucune notion de bankroll management. Maintenant, en fait, oui, en fait, j'essaye de respecter cette BRM là, mais je fais quelques shots. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe moins bien. Mais je me suis jamais broke de beaucoup. C'était il y a quelques années, quoi. Oui, c'était des petites sommes, tu veux dire, oui. C'était des petites sommes, ou alors je faisais l'inverse de ce que je préconisais, c'est-à-dire avec un petit verre, hop, là, je me fais un petit tournoi à 100, et puis voilà, et puis je mets 500 sur une roue, je commence à jouer des tournois avec Sit-and-Go à 100. Ah oui, tu peux en jouer 5 quand même. Et attends, 5 chances de gagner. Voilà, 5 chances de gagner. C'est pas mal. Attends, c'est mieux qu'au loto. C'est évidemment ce qu'il faut pas faire, mais une fois que tu l'as dit, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Et encore en tournoi, tu limites les pertes parce que tu peux pas perdre plus, mais en cash game, c'est pire, hein, quand même. Là, oui, voilà. Après, faut être, tout le monde le sait, mais il faut être très, très rigoureux. Ben, bien sûr. Oui. Bon, et en ce moment, il y a les WSOP qui démarrent. Là. Ouais. C'est le 3e jour aujourd'hui, là, maintenant. Ça commence, là. Est-ce que ça t'intéresse? Bon, tu as été là-bas à Vegas avec Zerti, tu nous en as parlé tout à l'heure. Ouais. Est-ce que ça te brancherait d'y retourner? Est-ce que tu as des ambitions là-dedans? Faire le main event, quand même, ça te brancherait? Est-ce que tu vas suivre ce qui se passe? Alors, ouais, j'avais l'intention d'y aller cette année. Quitte à direct buy-in quelques trucs, mais donc j'attends un deuxième enfant à mi-juin. Alors, mais t'arrêtes pas de faire des enfants, alors? J'arrête pas de faire des enfants, donc j'ai privilégié ma vie personnelle. Oui. Voilà. Non, bien sûr, en fait, je vais suivre évidemment tout ça, et puis dès que j'ai l'occasion d'y retourner, j'y retournerai. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre. Quand on aime le poker, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre, même sans les jouer. Hein, il y a les à côté, quoi. Ouais, l'ambiance simplement. Ouais. L'ambiance, des pros en fait, des pros qu'on voit. J'ai joué au Bellagio, au cash game au Bellagio. Je voyais la Bobby's Room juste à côté. Des légendes en fait que tu côtoies, quoi. Ah ouais. Qui jouent des sommes monstrueuses. Que tu revois complètement pété à 3h du matin. Enfin, c'est une ambiance sympa. Ouais. Et t'as un côté fan comme ça? Fan, en fait, je suis admiratif des gens qui arrivent à gagner énormément d'argent en se faisant plaisir. Ouais. Donc voilà, fan, non, en fait, non, je vais pas les voir pour leur demander un autographe, mais ça fait bizarre de voir des légendes. Mais quand même, quand tu les vois, ça te fait quelque chose, quoi. Oui. Ouais. Et quels sont tes joueurs préférés, justement, puisqu'on parle de ça? Je suis pas très très créatif, en fait. Moi, j'aime bien les joueurs. Allez, Phil Ivey. De toute façon, il n'y a pas un mec qui répondra autre chose que Phil Ivey au départ. Il peut pas se tromper. Bon, Phil Ivey, je suppose, bien sûr, mais bon. Voilà, par exemple. Non, mais j'aime bien en fait. J'aime bien Tom Doohan, en fait, sa façon de jouer. Ouais. De gagner 120K avec 6-4 de cœur quand Doyle Brunson gagne péniblement 12K avec une paire de rois dans la même partie. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même eu un changement. Donc je sais pas comment il résonne, mais enfin en tout cas il est gagnant. J'aime bien parmi les joueurs français la jeune génération, les joueurs agressifs, les thinking players, les Elki, Hugo Lemaire, Lockstar. J'ai cité mon pote Val Vegas aussi. Je suis admiratif des joueurs qui ont des difficultés pour Val Vegas, c'est Valentin Messina qui était le dernier champion de France l'année dernière. Maintenant, il a été détrôné puisqu'on garde le titre pendant 1 an. Voilà, puis qui est rentré. Et sponsor chez Everest, maintenant. Voilà, sponsor chez Everest. Donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'aller dans leur villa l'année dernière. C'est très sympa la vie de pro. Le côté bala du poker, ça te plaît aussi? Ouais, le côté bala, ça c'est. On m'a raconté quelques anecdotes assez sympathiques. Donc c'est vrai que c'est un autre monde. Oui. Voilà, alors j'aime bien en fait les joueurs qui ont un raisonnement, un jeu agressif qui est basé en fait sur
sur un raisonnement mathématique et une lecture du jeu. Maintenant, j'aime bien dans l'ancienne génération, beaucoup de respect pour des joueurs comme Soulier ou comme Arabédian, Ouais. qui arrivent à rester au top, quoi. À rester au top. Je sais pas quel temps ils passent à lire ou apprendre, ou à lire des livres ou apprendre, etc. Mais ils arrivent toujours à faire des perfs. Donc ça, c'est respect, quoi. Ouais. Big Roger, et vous voyez, on en parle encore dans l'émission, hein, c'est marrant. Hein. Ouais. Bah oui, mais il perd toujours. Hein. Voilà, puis il y a même des joueurs en fait comme Gus Hansen qui avouent que voilà, ils sont plus à la hauteur et qui prennent le temps de réfléchir à leur jeu, de progresser et qui reviennent encore plus forts. Ouais. Ça, il y a beaucoup de joueurs qui restent un peu sur leur acquis, qui ont un ego surdimensionné et qui n'osent pas avouer même publiquement ou qui sont plus à la hauteur, alors que lui, il a compris ça et puis maintenant, c'est l'un des plus regagnants de l'année, quoi. Ouais. Enfin bon, il y a des swings tellement énormes en high-stake. Bon, on verra dans 6 mois. Mais effectivement, c'est un signe d'intelligence en tout cas. Ça, c'est évident. C'est le mec qui sait se remettre en question. Il sera jamais perdant, quoi. C'est ça un joueur professionnel. Bah ouais, absolument. Alors pour terminer, puisqu'on en est à parler de joueurs comme ça, je vais te citer quelques joueurs de poker justement qui ont également écrit des bouquins. Ouais. Comme toi. Voilà. Ouais. Alors, j'aimerais bien que tu choisisses là-dedans un ou deux joueurs et que tu nous dises pourquoi éventuellement tu les choisirais. Tu as répondu un petit peu sur des gens là, mais ils n'ont pas tous écrit des bouquins. Mais tu as le droit de citer aussi quelqu'un d'autre, hein, ou une parution ou un bouquin qui est pas dans ma liste. J'en ai choisi juste 5 ou 6, hein, comme ça. Alors, je te les cite et tu me dis ce que tu en penses de ça, quoi. Alors, il y a évidemment Doyle Brunson et son super système. Oui. Il y a Elki avec Kill Elki. Dan Harrington, hein, les stratégies des tournois, No Limit. Gus Hansen. Il a poker stratégie, main par main, il avait dévoilé toutes ses mains d'un tournoi. C'est une revue de session en fait, quoi. David Sklansky, théorie du poker. Mike Caro, Caro's Book of Poker Tell. Ian Taylor et Matthew Heilger, Poker Mindset, la psychologie du poker. Nolan Dalla et Peter Elson, joueur né Stu Handgart. Voilà, je m'arrête là, il y en aura plein d'autres. Hein, mais... Alors, tu vas me les rappeler au fur et à mesure. Je vais te les reciter. Doyle Brunson, Super System. Alors, Doyle Brunson, Super System, donc déjà c'est le premier livre de poker, hein, de mémoire. Voilà, c'est ça. Ouais. J'ai lu Joueur né qui raconte la vie de Stu Handgart. Alors, Joueur né, Nolan Dalla et Peter Elson. Voilà, donc ça c'est vraiment un livre qu'il faut lire obligatoirement. Okay. Et en fait, il parle de l'anecdote justement de Doyle Brunson qui je crois que c'était en 1980 sort son livre Super System, le premier, et qui se fait insulter par les joueurs pros. Ouais, qui ne comprennent pas l'intérêt en fait de dévoiler. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Bon, et celui qui a l'un des joueurs en fait qui était en TF, qui était chip leader, à un moment lui dit, alors c'était pas en 80-80 puisque justement Doyle Brunson était sorti, et le mec qui gagne, il lui dit écoute Doyle, merci pour ton livre, je savais pas jouer l'année dernière, puis j'ai lu ton livre et puis j'ai appris 2-3 trucs sympas, quoi. Et le mec il gagne le tournoi. Donc en fait voilà, je trouve que c'est bien déjà de la démarche d'avoir écrit un livre. Ça veut dire que ça contribue à un partage de connaissances dont tout le monde bénéficie aujourd'hui. Si tu disais le contraire, Yann, non, ici ça serait quand même bizarre, oui. Oui, enfin après je comprends qu'un joueur comme Phil Ivey n'écrive pas de livre parce qu'il gagne plus d'argent en faisant autre chose. Et puis peut-être que le jour où il écrira un livre, il gagnera moins d'argent. Ce qui est pas mon cas, donc moi ça me pose aucun problème d'écrire un livre de ce point de vue-là. Maintenant, Doyle Brunson, en fait, donc Super System, très très bon livre. Bon après,
Après, il ne traitait pas que du no limit. Ah non, il y a toutes les variantes et tout. Voilà, donc moi, je suis pas un joueur qui joue dans plusieurs variantes. J'essaie déjà de progresser dans le no limit avant de m'attaquer aux autres. Mais je sais que les meilleurs joueurs en fait de poker sont multi variantes. Donc celui-là, voilà, ça c'est un livre de référence évidemment. Après, il y a donc Kill Elki. Ouais, Kill Elki, ouais. Alors Kill Elki, en fait, Lee Nielsen a mis en évidence la partie fin de tournoi. Bon, j'ai lu que le premier, le vert, hein, j'ai pas lu l'orange. D'accord. Toute la partie CM Factor Bull, qui était quand même une grande avancée pour la partie fin de tournoi, en fait, qui a un petit peu changé notre façon de voir les choses. Donc de ce point de vue-là, très bien. De la partie en fait stratégie exploitante inexploitable, qui est à mon sens qui n'était pas forcément super bien expliqué, mais voilà, il a abordé cette partie-là qui aujourd'hui tout le monde saurait faire. Donc, très bien. Après, donc le défaut que je lui fais, c'est surtout qu'il n'y a pas de main. En fait, c'est que de la théorie pure. Il n'y a pas trop de description de main, etc. Mais celui-là, c'est aussi un incontournable. Et Elki lui-même en tant que joueur? Elki en tant que joueur, moi je le trouve exceptionnel. Je trouve qu'il a des lectures en fait, une façon de gérer son gros stack qui est le must. Il a des lectures qui sont très bonnes. Il a failli se broke aussi il y a 2 ans. Je sais qu'il était pas bien. Ouais. Il a failli se broke vraiment? Ouais, avant qu'il gagne le PT de Bahamas. Ah, le PCA, tu veux dire, ouais. PCA, il était pas bien. Donc il s'est fait stacker et puis il est reparti et puis. Ah oui, d'accord. Voilà. Enfin, c'est ce qui se dit. Hein. Moi, voilà. Donc Elki, ouais, c'est un de mes joueurs préférés évidemment. Bon. En plus, il est reconnu comme très bon joueur sur le circuit. Oui. Les Américains ont un peu du mal à reconnaître un joueur qui n'est pas américain. Ouais, c'est vrai. Mais là, lui, il fait l'unanimité. Hein. Ouais, bah oui. Ouais. J'avais cité aussi Dan Harrington, un classique, puisqu'on était avec Doug Brunson. Stratégie des tournois No Limit. Alors, ça date un petit peu, évidemment. Alors, ouais, moi, j'ai lu que la partie tournoi, j'ai pas lu la partie cash. Ouais, en tournoi No Limit, alors? Voilà. Quand je l'ai lu, j'ai appris beaucoup de choses. Après, moi, dans ma stratégie de tournoi, j'ai pas repris ces zones de M. Ouais, par exemple, ouais, le M, ouais. Qui pour moi n'a aucune utilité, si ce n'est sauf en zone de push-fold. Alors c'est rigolo ce que tu dis parce que moi je me souviens quand j'ai commencé le poker online il y a pas tellement de temps, on parlait que de ça. Oui, en fait le M c'est important pour. Et il y a quoi, 4-5 ans, j'en sais rien, tu vois. C'est important pour définir les ranges de push-fold parce que le M, en fait, qu'il y ait des antés ou pas, à M constant, les ranges sont à peu près équivalents. Ouais. Ça, c'est important. Après, au-delà de 15 BB, on raisonne en BB. Parce que les moves, ils sont calculés en BB. Le stack, il est calculé en BB. Et savoir, en fait, un M de 20 ou de 30, tu sais pas ce que tu peux faire avec, alors qu'un 30 ou 50 BB, bah, tu sais quel move tu vas pouvoir utiliser ou pas sans être commité. Et maintenant, tout le monde raisonne en blind, quoi. Donc, il y avait un autre facteur, c'est le facteur Q, je crois. Ouais, exact, ouais. Qui est pas trop utilisé. Bon, après, c'est normal, je veux dire, la théorie, elle évolue, hein. Lui, il a le mérite, voilà, d'apporter cette notion de M qui permet de gérer. Mais il faut remettre ça dans le contexte. À l'époque, c'était révolutionnaire. Hein. Et puis tout le monde en parle, donc les gens l'utilisent et puis c'est pertinent. Donc, oui. Donc de ce point de vue-là, après c'était encore la période du Respo.info, du PropBet. En fait, moi je fais la séparation entre la old school et la new school à partir du moment où les gens ont réfléchi à ça. Pourquoi miser? On bannit le Respo.info. Maintenant, en fait, avant on misait .info pour avoir une information. Donc on perdait une street en fait d'infos, alors que maintenant on sait en fonction du range, du flop, on arrive à prendre une street d'infos en avance. Ouais. Et maintenant tous les livres, en fait toutes les vidéos, toute la théorie est structurée autour de ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mise, je sais pourquoi je le fais. Ouais. Et je le fais par rapport à un range que j'ai identifié. Voilà.
Donc en fait, c'est vrai que ça, lui a développé des exemples de mains qui, du coup, comme la théorie a évolué, ont été remis en question. Bien sûr. Voilà. Bon, mais maintenant, ça reste une référence. C'est quelqu'un qui achète ces livres aujourd'hui va progresser, quoi. Ça, c'est clair. Mais bon, ça suffit plus pour être à la page, quoi. Alors, après, quelqu'un d'autre que tu as cité et qui a amené quelque chose de nouveau au poker il y a quelques années, mais qui s'est remis en question, c'est Gus Hansen. Le poker stratégique, Gus Hansen. Donc, une analyse de tournoi en tir, je ne sais plus quel tournoi c'était, mais il a relevé toutes ses mains. Ouais. Voilà. C'était à Los Million. Ah, voilà, Los Million, ouais. Ok. Alors, moi, j'ai un de mes amis qui est très agressif qui m'a dit ce livre est super. Avant, j'étais aggro, je savais pas pourquoi. Maintenant, je sais pourquoi. Donc, en fait, il a eu le courage déjà de dévoiler sa façon de jouer. Ça, je trouve ça vraiment. Je tire mon chapeau. Après, il faut pas le mettre dans toutes les mains, ce livre, parce que moi, je l'écris aussi avant d'ouvrir son range. Pré-flop, il faut être bon post-flop. Alors, il y a des joueurs débutants qui vont dire Gus Hansen, il paye hors de position avec 18 off ou 17 off. Ben oui, mais si tu sais pas la jouer post-flop, tu vas perdre de l'argent. Alors que lui, il sacrifie le lever pré-flop parce qu'il sait qu'il va en gagner post-flop, parce qu'il pense qu'il est meilleur que toi. Donc, il faut quand même avoir un peu de recul par rapport au choix de ses mains. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au limp, quand tu disais Ivy il limp de temps en temps, et c'est la différence entre Ivy et le mec de NL10 qui limp parce qu'il sait pas pourquoi, et puis qu'après il sera largué sur le flop, quoi. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il le dit pas dans son livre, mais je connais un mec qui s'appelle Alexis Boeuf qui a rentré toutes ses mains et tous ses hauteurs de tapis à chacune de ses mains. Et quand on a l'info, on voit comment il change de vitesse. Oui. Et ça, il le dit pas, évidemment. Mais c'est intéressant. Donc en fait, tout ça est vraiment raisonné. C'est pas un joueur qui fait n'importe quoi. Il est vraiment c'est un joueur qu'on a beaucoup critiqué, mais qui, je trouve, va apporter beaucoup au poker, quoi. En tout cas, il a lancé la vague agressive qui est aujourd'hui la vague qui gagne le plus. Voilà, c'est ça, ouais, parce que c'était un des premiers, justement, un des tout premiers à être super aggro avec des mains improbables, ce que fait Tom Dwan aujourd'hui, quoi. Différemment, mais enfin, à jouer des mains 9-4, enfin des trucs qu'on doit folder tout le temps, quoi. Mais moi, je l'ai regardé jouer en cash dernièrement, il est beaucoup plus tight aujourd'hui. Oui, mais il est plus tight, mais après, il faut voir qui a autour de la table. Mais bon, aussi, voilà, ce qu'il y a, c'est qu'en face, il y a les cadors, quoi. Ils sont tous là. C'est évidemment, il y a les meilleurs, donc c'est pas facile. Puis, ils ont une bankroll infinie, donc. Ouais, en plus, ouais, c'est ça, ouais. Quand t'as aucune fold equity, si tu veux. Ouais. Alors ensuite, j'avais cité David Sklansky, un Poker Theory. Ouais, celui-là, en fait, je l'ai pas lu intégralement, donc je saurais pas. Alors lui, il a développé justement un truc qui était dans ton bouquin, qui sont les stratégies inexploitables, par exemple. D'accord. Écoute, par exemple, le push, il a fait des tables. Oui, c'est la table Sklansky Bukov, là. Voilà, entre bataille de blinde, par exemple, en big blind, tu peux push jusqu'à 20 BB. Voilà, c'est ça, c'est ce que tu viens de dire. Et ça fait partie des théories inexploitables, voilà, avec telle main, etc. Voilà. Bon. Donc, c'est vrai que la partie exploitante inexploitable, c'est mon premier chapitre, parce que c'est la première chose que doit apprendre un joueur, en fait, qui veut progresser. C'est que le poker, c'est un jeu où on s'adapte avant tout à l'adversaire, et pour ça, il faut connaître sa stratégie, savoir comment la contrer, quoi. C'est un jeu d'ajustement. C'est pas on sélectionne des mains sans prendre en compte la dynamique de la table, l'adversaire, etc. Et donc oui, il a développé de la théorie. Après, comme je te dis, j'ai pas lu tout son livre, donc je pourrais pas trop en parler. Mais ça reste le monsieur de la théorie. Donc, ok. Donc j'ai connu personne qui a remis en cause en fait ce qu'il a dit, quoi. Non, c'est vrai. Oui. Ensuite, alors quelqu'un qui a plu, c'était en live qu'online aussi, Mike Caro.
Oui. Alors qui a écrit pas mal de trucs, mais qui a écrit pas mal de trucs sur la psychologie, les Tales et tout ça. Alors, lui, j'ai pas lu son livre sur les Tales. Le seul livre que j'ai lu sur les Tales, c'était celui de François Montmirel, qui finit d'ailleurs en disant une phrase splendide, c'est bon, les Tales c'est bien, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. Après les Tales, c'est vrai que c'est important pour les joueurs en live, parce que nous, enfin, quand je dis nous, les joueurs online, en fait, on a l'info du pot, de la mise, etc. En visu. Donc, on va attacher beaucoup d'importance au sizing, etc. Les joueurs de live, eux, on passe cette info directement. Il faut qu'ils la reconstituent ou pas. Donc, en fait, ils vont plus jouer au feeling, enfin, ce qu'on appelle au feeling, en fait, basé sur les tells. Moi, les tells, c'est pas quelque chose que je l'utilise évidemment, je regarde, mais je fais attention à ne pas trop en émettre. Mais c'est pas quelque chose, en fait, que je prends tout de suite en considération dans mon schéma de pensée, quoi. D'accord. Donc c'est forcément important. Maintenant, je pense que moi, ça me prend trop de temps en fait dans mon schéma de pensée à faire des calculs de range de machin, que j'ai pas trop de temps pour les tells en fait. D'accord. Ok. Mais t'es pas un joueur live. Bah, j'ai pas fait autant de jeux. Voilà, tu joues plus online, ouais, bien sûr. Ian Taylor et Matthew Alger, c'est des poker mindset. Alors là, c'est sur la psychologie pure du poker. Alors moi, j'ai pas lu ce livre. J'ai lu un autre livre qui s'appelle Vaincre son pire ennemi de Schulman. Non, Schoonmaker. Ouais. Ah oui, alors, ce que je te disais un tout petit peu tout à l'heure, le pire ennemi, c'est soi-même. Voilà. Bon, après, il y a des choses qui sont très intéressantes, mais il y a aussi enfin, dans ce livre, j'ai aussi lu quelques banalités, quoi. Pour gagner, il faut penser comme un gagnant. Ouais, ok. Mais c'est des conseils enfin, il y a aussi de très très bons conseils, que j'ai retenus, que j'applique ou pas, mais qui sont très bons. Mais après, voilà, moi, je suis pas persuadé que la partie psychologie, soit si fondamentale que ça, quoi. Ouais, d'accord. Je pense que ce qui est important à développer à l'avenir, c'est toute la partie metagame. Alors peut-être que ça rentre aussi dans la psychologie. Ouais, forcément, la metagame, c'est de la psychologie. Il faut quand même l'adaptation, c'est de la psychologie. Mais pour moi, j'utiliserais le metagame pour c'est une info qui est super utile pour définir un range. Voilà, pour savoir. Compte tenu de notre historique, il peut faire ça avec tel type de main, il peut faire ça ou pas faire ça, etc. Mais bon, si c'est de la psychologie, alors très bien. Mais pour moi, le metagame couvre aussi d'autres choses, quoi. C'est un sujet. Alors c'est un sujet qui est super important en cash game, qui va être très important aussi en tournoi quand on joue entre règles, qui est peut-être pas forcément aussi important que ça dans les petits tournois, parce qu'on va changer de table souvent. Mais c'est en tout cas un sujet qui doit être creusé, quoi. S'il y a un sujet, enfin moi j'en parle pas dans mon livre, j'ai décrit d'autres sujets. Oui. Simplement celui-là, oui, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut creuser, quoi. D'accord. Et le dernier livre que je te citais, tu as répondu, c'est le livre de Nolan Dalla et Peter Alson, c'est Joueur né. Donc là, c'est surtout pour Stu Handgar, quoi. Ouais. Voilà, bon, espèce de phénomène qu'on n'a pas connu nous, on l'a pas vu jouer. On peut le voir parce qu'il y a quand même des vidéos de lui. Ouais, lui en fait. Alors c'est un mythe. Est-ce que c'était le meilleur joueur du monde? Maintenant, qu'est-ce qu'il vaudrait aujourd'hui? On n'en sait rien, quoi. C'est un peu bizarre ce truc-là. C'est lui en fait qui a. Alors, je reprends ce qui est dit dans le livre. C'est lui qui a inventé. En fait, avant le Texas, c'était les Texans. Le poker, c'était les Texans. Un jeu plutôt serré. Après, ça arrivé une nouvelle vague dont Stuttgart faisait partie, qui étaient des joueurs agressifs. Et c'est eux qui ont commencé à montrer qu'on pouvait miser au flop sans avoir touché. Donc ça a développé une autre façon de jouer. Et lui, sa particularité, c'est que l'argent, il s'en foutait complètement.
Et quand on n'a pas peur de perdre de l'argent, on joue différemment. On a presque l'impression qu'il se foutait de tout. Hein. Il se foutait de tout et il jouait son A-game parce qu'il n'avait pas peur de perdre de l'argent. Et donc, en fait, il sautait à la gorge de ses... et ouais, il faisait des calls monstrueux. Je crois qu'il a fait un call de $500,000 avec une paire de 2 à la river. Donc, en fait, il a vu Doyle Bronson sur une hauteur. Bon, voilà, il faut être sûr de soi, quoi. Donc, ouais, et puis après, il y a toute sa vie à côté où il s'est bousillé sa vie. En fait, tout l'argent qu'il gagne au poker, il aurait cumulé environ 80 millions de dollars. Tout ce qu'il gagnait, il le passait dans la drogue et puis surtout dans les paris épiques où il était absolument nul. Ouais, non, mais il avait une vie, il a eu une vie rock'n'roll, hein, comme on dit. Hein. Il est né, il a perdu son père très tôt, il a été élevé par la mafia, voilà. Bon, après, ouais, c'est assez spécial, ouais. Ouais. Mais bon, tout le monde en parle. Hein. Enfin, c'est vrai que pour la culture pokeristique, c'est un livre qui se lit très bien et qu'il faut lire. Bien sûr, ouais. Bon, on a fait un petit peu le tour. Est-ce que là-dedans, il y a des livres qui n'ont pas été cités, que tu voudrais citer, toi? Dans les livres, ouais, il y a des livres, enfin des e-books qui sont très intéressants. J'ai cité Beluga tout à l'heure. Ouais. Il y a aussi Trade Guyenne, Cold South. En fait, ça c'est des e-books qui commencent à être connus maintenant. Voilà. Après, je les ai pas tous lus. Loin de là, j'ai hâte aussi de lire la dernière traduction de Lost in Vegas. Ouais. Ah ouais. Qui promet en fait pour. Ça y est, c'est fait là normalement. C'est Benjo qui l'a traduit, je crois. Hein, c'est ça. C'est Benjo qui l'a traduit, oui. Trahi. Bravo, le lapsus. Hein. Il l'a traduite. Oh, oui. Voilà. Non, c'est vrai que quand on va à Vegas pour la première fois, on en ressort. On est content d'y aller, mais on est aussi content d'en partir. C'est un gros choc. Donc peut-être qu'il va révéler des choses intéressantes. C'est un livre que je lirai avec grand plaisir. Bon, ok. Bon, pour terminer, Yann, tu as des projets en tête là, maintenant que tu as fini ce bouquin et que ça sort, après 2 ans de travail, ce soit au poker, soit au niveau littérature aussi? Littérature, j'ai pas encore de projet. J'ai pas pour objectif de faire un deuxième livre, en tout cas pas tout de suite. Non, là, comme je disais tout à l'heure, Poker is Peace, tu pourrais faire par exemple. Là, ce serait mentir. La contre-stratégie, quoi. Poker is Peace, il n'y a qu'à s'asseoir à une table pour voir que c'est pas vrai. Ouais. Non, mais mes projets, c'est de trouver un travail dans le milieu du poker. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, d'accord. Ouais. Voilà, accessoirement faire un peu de coaching aussi par-ci par-là, me tenir au courant, jouer, prendre du plaisir en jouant au poker, progresser, mais trouver un travail dans ce milieu-là, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, quoi. D'accord, ok. Bon, Yann, on va conclure. Merci d'avoir accepté cette invitation. Qu'est-ce que je peux te dire en conclusion? Chouette longue vie évidemment à Pokerisoir. Good luck à son auteur, c'est-à-dire toi-même. Good luck pour le livre, mais aussi good luck sur les tables puisque tu vas rejouer. Maintenant que tu vas avoir un peu de temps. Ouais. Et que les bad beats t'évitent évidemment, comme je dis toujours, et good luck dans la vie en général, quoi. Voilà. Je dirais juste pour conclure, en fait, le bad beat c'est l'essence même du poker et il faut le respecter. Ouais. Parce que si le bad beat n'existait pas, les mauvais joueurs ne joueraient pas. Ah oui, c'est clair, Et si les mauvais joueurs ne jouent pas, les moyens joueurs vont perdre contre les bons joueurs et au final le poker va mourir. Donc en fait, c'est pas faux comme analyse, oui. Je suis assez d'accord avec ça, ouais. Donc sur le long terme, c'est bien. C'est juste qu'il faut voir ça sur le long terme et que quand tu badrunnes pendant plusieurs milliers de mains, c'est un peu emmerdant, quoi. Mais oui, voilà, oui, ça c'est clair. C'est là où il faut être fort et accepter, quoi. Voilà, je finirai juste sur une petite note pour ceux qui souhaitent savoir où se procurer le livre qui sortira le 10. Juste pour dire en fait qu'il sera disponible chez Poker Productions pendant quelques semaines durant juin. Et qu'après, on pourra se le procurer dans les magasins spécialisés, dont la Fnac qui n'en est pas un, mais il sera distribué à la Fnac après. La Fnac, c'est spécialisé dans les livres aussi. Hein. C'est un peu spécialisé dans les livres, pas forcément les. Pas que, mais poker, mais on trouve tout, ouais. Mais, voilà.
Bon, bah très bien. Yann, une fois encore, merci. J'espère que tous les auditeurs ont passé comme moi un bon moment avec toi. On a fait ta connaissance. Bah c'est bien. Ça nous donne envie d'aller voir un petit peu ce que tu as écrit. Alors moi qui ai lu les 40 pages qu'on nous a offert, ça d'ailleurs c'est une très bonne idée de faire ça. Ça a l'air sérieux comme bouquin. Maintenant, je vais pas en dire plus. C'est en tout cas techniquement ça tient la route apparemment. Au niveau de l'intrigue, je ne sais pas puisque sur les 40 pages offertes, on n'a pas cette histoire-là. C'est très axé poker technique, mais de toute façon, comme tu l'as dit toi-même, c'est plutôt un bouquin technique à mettre entre toutes les mains, même si on conseille pas trop aux purs débutants de le faire parce qu'ils vont être un peu largués. Mais dès qu'on a un tout petit peu de notion de poker, je pense que c'est bon, quoi. Oui. Après, il faut, de toute façon, quand on débute maintenant et qu'on s'intéresse vraiment à la théorie, qu'on va sur les forums, on commence à être habitué à ce discours-là. Et donc, on commence plus par expliquer l'ordre des combinaisons, ça c'est fini. On commence tout de suite par les stratégies exploitantes, quoi. Ouais. Ça donne le ton. Et puis, parce que c'est comme ça maintenant que ça va se passer. Donc, oui, c'est pas pour les débutants, mais c'est pour les joueurs qui ont déjà acquis des bases, un an, 2 ans. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, c'est-à-dire la grande majorité des joueurs, en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés depuis 1 an avec l'ouverture ou la fermeture du marché, selon qu'on considère la chose, et qui ont maintenant 1 an d'expérience, quoi. Voilà. Bon. Pour ceux qui restent. Bon, en tout cas, ne les fais pas trop progresser parce que nous, on a besoin quand même d'avoir encore un edge. Mais de toute façon, ceux qui n'iront pas vers ces bouquins ne progresseront pas. De toute façon, c'est comme ceux qui sont ici, sont là pour progresser sur Poker Stratégie, en lisant les articles stratégiques, en regardant les vidéos, en assistant au coaching. Et finalement, ça reste quand même une petite minorité des joueurs, finalement. Je ne sais pas combien on est de joueurs de poker, tout confondu en France depuis l'ouverture du marché. J'en ai aucune idée exactement, mais si on était 1 million, il y aurait peut-être qu'une dizaine de mille qui s'intéressent de très près à la stratégie. Ça nous laisse quand même encore un peu de chance d'avoir un edge. Oui, il paraît que il y a 5 ans, c'était 5% des joueurs qui achetaient un livre. Voilà, 5%. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et surtout, c'est toujours plaisant d'avoir des auteurs qui écrivent sur le poker et d'autant plus des auteurs français. Ils sont pas énormes. Ils sont pas énormes. J'ai pas cité dans les livres. Tu l'as cité toi intrinsèquement, François Montmirel, qui a été un des premiers traducteurs d'ailleurs des bouquins. Oui. Mais qui a écrit aussi des bouquins lui-même. Mais mis à part lui, il y avait personne pendant 10 ou 15 ans. Et voilà, on a Alexis Beuve, on a toi, et puis voilà. Il y a des joueurs qui ont écrit des bouquins, comme Manuel Bévan aussi, poker passé pro, et puis etc. Je ne vais pas citer tous, puis j'en oublie. Mais comme les bouquins français sont pas légion, je saurais trop qu'encourager cette dynamique pour qu'il y en ait encore plus. C'est gentil. Voilà. Alors bon travail. Si jamais tu avais envie de refaire un deuxième opus, tu nous tiendras au courant. En tout cas, pour cette première participation, moi j'ai été enchanté de parler avec toi. Je vais donc mettre une fin à cette édition de Calling Station numéro 47. Je te salue Yann, bonne chance pour la suite. Et puis à tout le monde, si tout va bien, à la semaine prochaine. Ciao. Ok, merci, au revoir. Calling Station. Calling Station. Calling Station.